Les micro-nouvelles de Dalcan. Sandra travaillait dans une grande banque réputée. Depuis bientôt 20 ans, elle subissait la pression commerciale qui ne cessait de s'accentuer. Bien sûr, une banque était une entreprise comme une autre, et il fallait bien qu'elle engrange des bénéfices. Alors, il fallait vendre, toujours plus, des assurances, des cartes bancaires, des services additionnels, etc., etc. En principe pour le bien des clients, pour leur faciliter la vie, pour les prémunir des drames de la vie, pour leur apporter une réponse à un problème auquel ils n'avaient jamais pensé. Cette pression partait du sommet, de tout là-haut, des grosses têtes, qui ne connaissaient ni Sandra, ni toutes celles et ceux qui travaillaient pour qu'ils puissent jouir de leurs intérêts exorbitants. Sandra n'avait pas à se plaindre financièrement, mais c'était elle qui se coltinait les clients, les interdits bancaires, les endettés, ceux qui exigent car ils en ont les moyens, et ceux qui n'ont pas les moyens mais qui exigent encore plus. Les tatillons, ceux qui supplient pour pouvoir dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas, et qui hurlent après contre les intérêts, les frais qui en découlent. Bref, Sandra rêvait d'une vie meilleure, mais pour l'heure elle devait subir les foudres de madame Élise de Vernet. Oui, madame de Vernet, j'ai bien compris que ce voyage aux Maldives était important pour vous. Sandra, l'interpella celle-ci. Élise prenait un malin plaisir à l'appeler par son prénom, pour la rabaisser, pour lui indiquer insidieusement qu'elle lui était inférieure. Vous allez encore me dire que mon mari vous a suggéré de faire attention à mes dépenses? Je le sais, j'en ai discuté avec lui, mais cela ne concerne que mon mari et moi-même. J'ai bien la procuration sur tous les comptes, n'est-ce pas? Oui, madame de Vernet. Il me semble qu'ils sont suffisamment garnis. Et le mot n'était pas galvaudé. Oui, madame de Vernet, répondit encore par l'affirmative Sandra, lassée par le ton condescendant de la bourgeoise. Vous avez la liquidité nécessaire, mais votre mari... Cela suffit, s'empourpra à l'autre bout du fil Élise de Vernet. Je verrai cela avec monsieur. En attendant, comme vous l'avez si justement dit, j'ai la liquidité nécessaire. Alors donnez-moi ce que je veux. Sandra travaillait de chez elle, en télétravail. Elle y était 2 jours par semaine, les autres jours elle était à l'agence. Comme elle avait le casque audio sur les oreilles, elle n'avait pas entendu le petit bruit de verre cassé qui était venu de la cuisine, ni les pas feutrés qui s'étaient glissés jusqu'à elle. Alors que madame de Vernet s'emportait, une main gantée se plaqua sur la bouche de Sandra. Elle bascula en arrière, et le fil du casque s'arracha, faisant résonner la voix de madame Élise de Vernet à travers les haut-parleurs de l'ordinateur. « Sandra, Sandra, avez-vous compris ce que je viens de dire? Sandra, vous êtes toujours là ?» C'est alors que madame de Vernet entendit hurler. Un cri de douleur suivi de plusieurs coups, comme si on frappait quelqu'un. Elle hésita un moment, puis elle demanda avec prudence, tiraillée entre l'agacement et une légère inquiétude. « Sandra, que se passe-t-il? Vous allez bien ?» Puis avec horreur, elle entendit distinctement sa banquière appeler à l'aide et une voix d'homme lui intimer de se taire avant qu'un nouveau coup sourd ne s'abatte. Ses yeux s'écarquillèrent d'effroi et elle plaqua une main sur sa bouche pour faire taire le petit cri qui s'en échappa. Mais l'agresseur l'avait entendu et il s'adressa à elle avec une voix où perlait une cruauté froide. « Élise, Élise de Vernet, ne raccroche pas, je t'ai entendu. Je sais que tu es encore là, je le vois. J'ai sous les yeux toutes les informations te concernant. Je sais où tu habites, Élise. Si tu raccroches, je la tue et je viendrai m'occuper de toi. » Un silence pesant se fit entendre, et l'homme, toujours avec ce ton froid et cruel, lui ordonna de parler. Élise était tellement tétanisée qu'aucun son ne parvenait à sortir de sa bouche. Elle entendait l'homme pianoter sur l'ordinateur de Sandra, et elle savait, comme un 6e sens,
qu'il cherchait de quoi la piéger. Et elle ne se trompait pas. Je vois que tu as une fille, Élise, lui dit-il ravi de sa trouvaille. Il avait trouvé, et l'instinct de protection de la mère qu'elle était parla pour elle. « Non, non, je vous en prie, que voulez-vous? Qui êtes-vous » ? « Voilà qui est mieux, Élise, dit l'homme avec une horrible douceur. Est-ce que tu veux jouer avec moi, Élise ?» C'était insupportable. Cet homme se permettait de l'appeler par son prénom, elle, Élise de Vernay. Pourquoi ne raccrochait-elle pas tout simplement? Elle n'y était pour rien, ce n'était finalement pas son problème. Oui, mais il savait où elle habitait, et cette menace sur sa fille... Élise était fébrile, incapable de bouger, comme suspendue au-dessus du vide par ce fil invisible qui la reliait par le téléphone au doigt machiavélique de cet homme. « Élise, tu es toujours avec moi. Tu sais ce que j'aime faire aux femmes. Je leur ouvre le bide et tout doucement je leur sors leur intestin. Elles sont encore vivantes et se sentir vidées comme cela, sentir ses tripes, sortir de son corps. Oh, Élise !» L'homme était en transe. Il lui déversait un flot d'horreur dans les oreilles, et la nausée lui montait peu à peu. Elle arriva cependant à murmurer une supplique pour qu'il arrête, pour qu'il cesse de la torturer. « Vas-tu jouer avec moi, Élise? Si tu joues, je vous laisse la vie sauve à toutes les deux. »« Qu'est-ce que vous voulez ?» Prenant cela pour un accord, il jubila. « Oh, tu vas voir, c'est un jeu absolument épatant. Je vais poser mon couteau sur une partie du corps de ta banquière et je vais te proposer 2 possibilités. Si tu trouves la bonne partie du corps sur laquelle mon couteau est posé, je ne lui fais rien. Sinon, je tranche dans le vif. Est-ce que tu es prête ?» Cet homme était un monstre. Il ne présentait aucune pitié et elle savait, malgré elle, qu'elle devrait rentrer dans son jeu. « Non, ne faites pas ça, je ne veux pas faire ça, pleurnicha-t-elle. « Tu n'as pas le choix, Élise, dit-il menaçant. Écoute-moi bien. Ta banquière habite à 2 rues de chez toi. Le monde est petit, n'est-ce pas? Si tu ne joues pas, tu n'auras pas le temps de sortir de chez toi que je t'aurai déjà tranché la gorge. » Puis, reprenant d'un ton joyeux, comme si 2 entités totalement différentes cohabitaient en lui, il lui demanda « Alors, l'index ou l'oreille ?»« Je vous en prie, » larmoya-t-elle. « Choisis, » insista-t-il. « Je sais pas, non, L'oreille ?» dit-elle finalement, avec l'espoir de ne pas se tromper, avec l'espoir infime que ceci ne soit qu'une vulgaire blague. « Bien joué, Élise !» dit-il tout joyeux. « C'était l'index !» Le temps qu'elle comprenne qu'elle venait de perdre, elle entendit Sandra hurler, en même temps qu'un bruit d'os qui se casse. Un haut-le-cœur la gagna, et elle vomit sur le tapis perçant de son salon. « Je savais que tu étais une partenaire de choix, » jubila-t-il encore, alors qu'elle s'essuyait la bouche avec dégoût et qu'elle retint à grand-peine un nouveau haut-le-cœur. « Arrêtez, je vous donnerai tout ce que vous voulez. »« Tu me proposes un nouveau jeu, Élise ? » ?»« Je vous donnerai ce que vous voulez, mais que cela s'arrête, laissez-nous tranquilles. » L'homme ne dit rien. Elle entendait sa respiration de l'autre côté, et ce silence était encore pire. Elle tremblait et se cramponnait d'une main au mur pour ne pas tomber. Quand l'homme parla enfin, elle sursauta et faillit crier. « Tu me proposes d'épargner la vie de ta banquière contre de l'argent. C'est beaucoup moins amusant, » lui dit-il peu enjoué. « Mais soit, tu as accepté de jouer à mon jeu, je vais accepter de jouer au tien. Mais je vais ajouter une petite règle. Tu vas me proposer une somme. Si elle ne me correspond pas, je l'entaille, et si jamais elle meurt, je viendrai chez toi pour finir le jeu. »
Élise était blanche comme un linge. Elle avait l'impression que tout son sang avait fui son corps. Elle avait froid et la bouche sèche. Elle articula avec peine un chiffre. 500 000. Nouveau silence. Elle s'agrippait au téléphone comme à une bouée en pleine mer, dans l'attente d'une réponse qui tardait à venir. Puis, tu me déçois, Élise. Les lèvres de la bourgeoise tremblèrent, et un nom presque inaudible en sortit. Tu sais que j'ai accès à tes comptes. Je vois ce que tu possèdes avec ton mari. Le destin est étrange, Élise. Ton mari est à la tête de la banque qui emploie cette pauvre banquière. Je vais te laisser une dernière chance. Si tu te moques encore de moi, je la tue. Et ensuite ce sera ton tour, puis celui de ta fille. Je ne joue plus, Élise. Les Devernay possédaient un autre compte, situé dans un paradis fiscal. Son mari y avait mis tout ce qu'il fraudait au fisc, toutes les sommes liées à des jeux d'écriture. Il y avait beaucoup d'argent. Elle parla alors sans réfléchir. Elle annonça 10 millions. L'homme, presque à regret, accepta. Sur ses comptes hors la loi, les transferts d'argent n'étaient pas soumis aux mêmes règles, et dans les minutes qui suivirent, il vit l'argent arriver sur son compte. Il raccrocha sans dire un mot, la laissant dans l'horrible doute de le voir débouler chez elle, pour finalement la tuer. Lorsque le soir vint et que M. Devernay rentra chez lui, il trouva sa femme hébétée, assise dans son vomi. Très vite, des policiers se rendirent au domicile de Sandra, mais ils ne trouvèrent aucune trace d'elle, ni aucune trace de lutte ni de sang. Après plusieurs mois de recherche, elle demeura introuvable, ainsi que son meurtrier. Dans une île paradisiaque, l'homme qui avait changé plusieurs fois d'identité et fait migrer son argent par différents comptes, jusqu'à ce qu'il devienne intraçable, se rendait sur son transat situé à l'ombre d'un cocotier, sur une plage au sable blanc, au bord d'une eau turquoise. Il s'assit et tendit l'un des 2 verres de Morito à sa compagne, allongée à côté. « Ah, Madame de Vernay !» trinqua-t-il. « Ah, Madame de Vernay !» lui répondit avec un sourire malicieux Sandra.